Bonjour à tous. Je tenais à vous remercier pour votre participation à ce séminaire en ligne sur comment optimiser la rentabilité des cultures des fruits secs. C'est le troisième webinaire que nous présentons cette semaine. Nous l'avons déjà fait en espagnol avec très grand succès. On l'a fait en anglais aussi avec très grand succès. Et maintenant, nous allons le faire en français. J'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop dur. Nous reviendrons bientôt à la normalité. Nous comptons aujourd'hui avec la participation de Francisco García. Hola Francisco. Bonjour à tout le monde. Francisco est ingénieur agronome avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de l'agriculture intensive de haut rendement. Il est très présent sur les réseaux sociaux et publie régulièrement des articles techniques. Je vous encourage vraiment à les suivre. Francisco est aussi producteur. Il est spécialisé dans la culture de l'olivier et des fruits secs. Grâce à son expérience, nous apprendrons aujourd'hui comment optimiser la rentabilité des cultures des fruits secs. Pour ma part, je suis Ramon Alcaraz, responsable commercial export des systèmes Afro. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer le déroulement de ce webinaire. À la droite de votre écran, vous voyez une main. Vous la voyez, c'est en couleur rouge. Merci de cliquer dessus pour que nous sachions que vous êtes connecté et que vous nous entendez bien. Vous verrez qu'en cliquant, la couleur change au vert. Par ailleurs, en dessous des mains, vous verrez une icône avec les signes d'interrogation. En cliquant dessous, vous ouvrez aussi une fenêtre dans laquelle vous pouvez écrire les questions que vous pouvez souhaiter nous poser. Vous pouvez les faire pendant tous les moments, du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation. Et à la fin, nous vous répondrons toutes les questions que le temps nous permet. Les questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre en direct seront traitées par écrit ensuite. Nous allons attendre encore quelques instants, car je vois que d'autres personnes sont en train de se connecter. Un moment. Très bien. À la fin du webinaire, nous vous enverrons un email avec un bref questionnaire. Merci de bien vouloir y répondre et nous les renvoyer. Cela ne nous prendra que quelques instants. Nous allons attendre quelques instants. C'est déjà 11h30 en Espagne. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, et encore une fois, qu'à la droite de votre écran, il y a une main. Merci de cliquer dessus. Comme ça, nous sachions que vous êtes connecté et que vous nous entendez bien. La couleur change au vert. Allez les mains. OK. Merci. Bon, il y a encore des participants qui sont en train de nous joindre. Bon, nous sommes préparés et il semble que nous sommes prêts pour commencer les séminaires. Et je vais passer la parole à mon collègue Francisco. Allez Francisco, comme tu es. Bonjour et merci Ramon pour cette introduction et bonjour tout le monde. J'espère que tout vous allez bien, que vous êtes bien, tout le monde bien. On commence ici en Espagne, que c'est un des pays les plus critiques au niveau de cette crise de coronavirus. On commence à entendre de bonnes nouvelles, on commence à réduire les chiffres et j'espère que même chez vous aussi, la situation, ça commence à améliorer. Espérons qu'on va finir bientôt, d'accord? On va commencer directement avec les webinaires. On va parler aujourd'hui des fruits secs. Juste un moment. Je vais partager mon écran. Voilà. Juste un moment.
Ramón, me tienes que hacer presentador. On s'excuse des petits problèmes techniques, comme toujours, mais on va les résoudre rapidement. Voilà. Ça y est, c'est déjà résolu. Voilà. Alors. Voilà, vous voyez maintenant mon écran, j'imagine. Et on va parler aujourd'hui de quelles sont les 9 clés pour maximiser la rentabilité des fruits secs. Peut-être que vous êtes en train de penser à Sud et vous espérez qu'un Sud va vous parler tout simplement d'irrigation, l'améliorement de l'irrigation pour les fruits secs et tout ça. Mais non. Aujourd'hui, on va changer un peu les trucs. On va parler de la totalité des choses qu'il y a autour des cultures de fruits secs. Et on va parler de quelles sont les 9 clés pour optimiser la rentabilité des fruits secs. D'accord? Premièrement, je vais vous parler un peu pourquoi on a fait cet changement et pourquoi on pense actuellement à la totalité de l'activité autour des cultures et pas tout simplement que l'irrigation, d'accord, comme auparavant. Je voudrais vous expliquer qu'on a créé un département qui s'appelle Agronégoce à notre société. Et ce département s'occupe de connaître tout l'environ des cultures, de partager des connaissances, des savoir-faire avec des autres sociétés qui sont dans le monde de l'agriculture, sociétés de machinisme, sociétés de récoltes, sociétés de pépinières, etc. D'accord? Avec lesquelles aussi on a une forte collaboration, une étroite collaboration et on échange des connaissances. Tout ça pour optimiser les cultures et pour favoriser une agriculture plus technifiée et plus professionnelle toujours. Là, vous pouvez voir quelques de nos collaborateurs des sociétés avec lesquelles on collabore en ces départements d'agronégoce, d'accord? Et il y a certaines sociétés espagnoles, mais il y a aussi certaines sociétés internationales, des producteurs, il y a de tous les types en général, d'accord? Et quels sont les 4 facteurs qu'on peut considérer pour augmenter la rentabilité, qu'à la fin, c'est ce qui nous intéresse à tous, l'argent, d'accord? Et nous considérons qu'il y a 4 facteurs fondamentaux, que c'est, bien sûr, le premier, réduire les frais, parce que les prix des produits, c'est très difficile à contrôler dans les marchés. Il y a un marché qui établit les prix et on doit s'adapter. Mais par contre, on peut contrôler des facteurs internes à notre ferme, d'accord? Et la première des choses qu'on doit faire, c'est réduire les frais. Des moins de frais on va avoir, des plus de marge on va avoir toujours, étant donné que le prix de vente va être fixé, d'accord? Augmenter les rendements, ça c'est très important. On va essayer d'augmenter les rendements, c'est-à-dire avec les mêmes ressources, avec la même ferme, avec les mêmes surfaces, la même hectare. On va essayer d'augmenter les rendements. Pas tout simplement en quantité, sinon aussi en qualité. Aujourd'hui, vous savez que ça se paye aussi, d'accord? Très important aujourd'hui, tout le monde, il a les citations pour l'environnement, etc. Donc, on va réduire aussi l'impact dans l'environnement de notre ferme. On va réduire l'impact au niveau de l'eau, au niveau de l'énergie, etc. D'accord? Et le 4e point, c'est la tendance actuelle, la nouvelle vague de tous ces types de cultures qui sont éco, bio, organiques et que pour les fruits secs s'adaptent parfaitement. On peut l'implémenter et on va avoir des rendements et des bonnes ressources. D'accord? Donc, notre but à la fin, c'est de réduire les retours de l'investissement, d'accord, de le faire le plus rapidement possible. Et voilà, je vous avais parlé de 9 clés. Ce sont les 9 clés desquelles on va parler aujourd'hui. Comme je vous avais dit, ce n'est pas qu'irrigation, sinon qu'on va parler du matériel végétal, de la climatologie, on va parler aussi du sol, de l'eau d'irrigation, de la santé végétale, les types de la plantation, la nutrition végétale, un point très important aussi.
On va parler à la fin aussi un peu de éco, bio ou conventionnel, quelle est la modalité qui nous intéresse le plus. Et bien sûr, à la fin de tout, on va parler un peu d'irrigation aussi, d'accord? Donc voilà, on va commencer. Le premier point, les matériels végétaux. C'est fondamental. Toujours qu'on va faire une nouvelle plantation, on doit faire une étude, on doit étudier toutes les variétés qu'on a à notre disposition. On doit parler avec les pépiniéristes, on doit avoir les caractéristiques de chaque variété pour déterminer et l'adapter à notre système de production. Imaginez par exemple que vous allez, votre intention c'est de faire un super intensif. Donc, vous devez aller pour un type de variété qui soit moins vigoureuse, c'est-à-dire moins de vigueur, et qui s'adapte à la production super intensive. D'accord? Il faut considérer aussi les risques de gel qu'on a à notre région. Parfois, on est dans une région assez froide, qu'on a des gels tardives en printemps. Tout ça, il faut le considérer que la fleur, elle va venir plus tard pour éviter ce risque de gel. Si on va utiliser les fruits secs pour les snacks ou pour l'industrie, ça va déterminer aussi parce qu'il y a certaines variétés qui sont plutôt snacks, il y a certaines variétés qui sont plutôt industrielles, d'accord? Quelle est la tolérance à maladie ou au type de sol? Parfois, on a un sol qui est très calcaire ou un sol qui est très acide, etc. On doit s'adapter à un sol très humide, etc. On doit adapter la variété pour éviter, par exemple, le verticillium ou des autres maladies qui peuvent venir du sol, d'accord? Et quelles sont aussi les périodes de récolte? Ça, c'est fondamental. Surtout, imaginez que vous avez une grande ferme et vous voulez faire une grande ferme et on va mettre la même variété pour toute la ferme. Si vous n'avez pas moyen de faire la récolte au même temps, parce que tous les arbres, ils allont être en production au même moment, on va perdre la récolte, on va perdre la capacité de réagir. Par contre, si vous prévoyez que votre ferme elle est trop grande et vous pensez, écoutez, au lieu de faire une seule variété, on va faire un décalage au long de temps de la sortie de fruits des variétés. On va choisir différentes variétés qui allont donner les fruits en différentes périodes de l'année pour nous aider à faire la récolte. D'accord? Et aussi, fondamental, dans la plupart des cas, des fois, c'est de choisir les mâles et les femelles pour faire la pollinisation. D'accord? Déjà, je peux vous dire qu'on a trouvé certaines fermes les plus professionnelles qui font différents secteurs d'irrigation pour les mâles et les femelles en fonction de ses besoins aussi. D'accord? Imaginez jusqu'à quel point on peut arriver. D'accord? Donc, je vous avais mis là un petit cadre avec les variétés pour les cultures les plus communes ici en Espagne, par exemple, qui sont amandiers, pistachiers, noisetiers et noyers. Et quels sont les porte-greffes et les variétés les plus communes ici en Espagne. J'imagine qu'à votre région, à votre pays, il y aura différentes cultures et différentes variétés aussi. L'unique chose que je vous insiste encore une fois, c'est de se rapprocher aux pépiniéristes et demander toutes les particularités de votre ferme, de votre climatologie, de votre exploitation. Et c'est lui aussi qui va vous aider, qui va vous indiquer. Pas maintenant, mais notre plan au futur, c'est de faire des trucs similaires à ces webinaires avec des spécialistes. On va peut-être amener un spécialiste en matériel végétal, un autre en nutrition, un autre en station météo, etc. D'accord? Pour le moment, on est en train de les faire nous-mêmes, d'accord? Mais au futur, on espère de faire des choses avec l'aide des autres collaborateurs que je vous avais montré à la première des diapos, d'accord? Le deuxième point, c'est la climatologie fondamentale. Il faut bien maîtriser combien des heures de froid on a, combien des heures de chaleur au cas que notre culture a besoin, l'humidité, les probabilités de gel, la pluviométrie. Tout ça sont des facteurs déterminants pour bien faire le choix de notre exploitation. D'accord? En plus, l'utilisation ou pas des stations météo. Jusqu'à maintenant, les stations météo, c'était une chose comme des grandes fermes super professionnelles et tout ça. Mais avec les prix qu'on a chaque fois plus raisonnables et des technologies plus complètes qui nous donnent plus d'informations, les stations météo deviennent chaque fois
une chose qu'on peut utiliser dans des fermes plus petits chaque fois, d'accord? Utilisation des systèmes de contrôle de gel, parfois on a besoin de contrôle de gel pour éviter ça, et des variables météorologiques qui allont interférer à notre exploitation, comme les vents, la température, la pluie, etc. Et surtout, les stations météo vont nous aider aussi à avoir des données de l'évapotranspiration à notre ferme. À notre ferme, ça veut dire que, par exemple, imaginez si vous avez une ferme et vous voulez donner des pluviométries et tout ça pour bien gérer votre système, et la station météo publique la plus proche à votre ferme, elle est à 15 ou 20 km. Les données peut-être ne sont pas exactement exactes. Imaginez qu'il y a un orage et là, la station météo, il est en train de pleuvoir, et par contre, à votre ferme, il y a le soleil. Et l'unité de contrôle va déterminer qu'il ne faut pas irriguer parce qu'il y a la pluie, mais c'est à la station météo, pas à votre ferme. Par contre, si vous avez votre propre station météo, vous pouvez prendre des décisions de votre ferme, à votre ferme, à pied de ferme. D'accord? Les sols, fondamental aussi, très très important. Pourquoi? Parce que parfois, nous recommandons toujours de faire une analyse du sol. D'accord? Parce que parfois, on va trouver que la texture n'est pas l'appropriée. Par exemple, imaginez les photos que vous avez à la gauche. Là, c'est des graviers, c'est pratiquement un gravier. Et là, une irrigation, par exemple, si on va faire une irrigation souterraine, on risque que le bulbe humide il va être très vertical. Tout ça, il faut le considérer aussi à l'heure de choisir le système d'irrigation. Ou par exemple, imaginez la photo de droite en bas. Et ça, c'est une ferme d'un collègue qui était à Azerbaïdjan. Et c'était une ferme qui allait faire des, je sais pas si noisettes, quelque chose. Et il a fait un trou pour déterminer la profondeur du sol. Et ce qu'il a trouvé, c'était de l'eau, directement à pratiquement un mètre, demi-mètre de profondeur. Donc là, le plus normal, c'est qu'on va pas faire l'irrigation parce qu'on a déjà l'eau là, d'accord? La texture du sol, comme je vous avais dit, fondamentale. Et des autres choses très importantes, par exemple, parfois on va trouver que notre sol, il y a un pH plus basique ou plus acide. Ça va déterminer la possibilité de blocage de certains nutriments. Si on a un pH très acide, par exemple, il y a certains nutriments qui ne seront pas absorbibles par les plantes. Et si on a un pH, par exemple, très basique, par exemple, les nutriments comme le fer, va être plus difficile pour être pris par la plante, par les racines. Ça, c'est très, très important. Aussi, on peut déterminer la capacité du champ et les points de flétrissement, très important, d'accord? C'est toujours important de faire une étude de notre type de sol pour faire une bonne conception, une bonne étude de notre exploitation. La quatrième, l'eau d'irrigation. Ici, il y a beaucoup de paramètres à avoir en compte et encore une fois, on recommande toujours de faire une analyse d'eau qui ne coûte pas grand chose, d'accord? Et quelles sont les informations que nous pouvons avoir avec une analyse d'eau? Par exemple, nous pouvons avoir un résultat de quelle est la salinité de notre eau, que ça va être fondamental, mais aussi s'il y a présence de nutriments. Parfois, dans l'eau, il y a certains nutriments, d'accord? Et on est en train de négliger ça. Si on connaît que notre eau, il y a certains nutriments qui sont déjà présents, on n'a pas besoin de l'introduire dans notre formule de fertilisation, d'accord? Ça, c'est fondamental et on peut réduire énormément les frais, là, d'accord? Les pH, comme je vous avais dit, ça, c'est fondamental aussi, les types de pH qu'on a dans l'eau et on peut les corriger en train d'ajouter des acides ou pas, on peut corriger les pH, d'accord? Par exemple, comme je vous avais dit, si vous avez un sol qui a un pH très, très haut, on peut introduire une solution plus acide pour réduire et faciliter l'absorption de certains nutriments. D'accord? Et après, dans les cas que nous avons une quantité d'eau disponible et que c'est un peu faible, un peu court pour nos besoins, on peut disposer un système d'irrigation qui va nous permettre de faire une irrigation, ce qu'on appelle irrigation déficitaire contrôlée, d'accord, pour optimiser au maximum possible l'utilisation d'eau, d'accord.
Et bien sûr, une analyse d'eau, il va nous permettre de connaître les matières en suspension, les TSS, comme on dit en anglais, d'accord? Et ça va nous aider à choisir un système de filtration ou l'autre, d'accord? La santé végétale, fondamentale. Tout le monde connaît qu'on va dépenser énormément d'argent pour des produits phytosanitaires. Ça, c'est une chose normale, et ça, c'est une chose habituelle pour un agriculteur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit contrôler parfaitement l'état dans lequel il se trouve ce type de maladie et on va traiter tout simplement dans les moments qui soient nécessaires. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En revenant à la station météo. D'accord? Notre station météo, il y a un senseur que c'est un senseur d'humidité dans la feuille. On peut déterminer l'humidité dans les feuilles. Et avec des algorithmes mathématiques, il y a un software qui va nous donner une probabilité d'avoir anthracnosis, xanthomonas, etc. et de faire les traitements qui correspondent. D'accord? Ça, c'est très important parce qu'on ne va pas gaspiller les traitements, peut-être dans les fois que ce n'est pas nécessaire et par contre, on ne va pas les donner au moment que c'est exactement nécessaire. Et on va réduire les dommages pour maladies dans notre culture. D'accord? Très important en même temps. Les types de plantations, c'est fondamental, comme on avait dit. Si on va choisir une plantation avec un écartement intensif, super intensif, si on veut faire une taille de formation, comme on dit, automatique ou bien manuelle, les types de récoltes, si on va faire une récolte, on va laisser tomber les fruits secs et après avec les balayeuses, on va les récolter. Ou par contre, si on va utiliser des tracteurs, comme on dit, les tracteurs qui font la récolte automatiquement, les tracteurs, je m'excuse pour mon français, tracteurs enjambeurs, voilà. Si on va utiliser des tracteurs enjambeurs ou des parapluies, etc., notre type de culture va être d'une façon ou de l'autre. On doit bien considérer quels sont les moyens que nous avons, c'est-à-dire le type de terre, la disponibilité de l'eau, climatologie, etc. Et en fonction de ça, il faut prendre une décision de quel est le système ou les types de plantation qu'on va choisir. D'accord? Très important, les types de cultures, ça va être déterminé aussi si on va utiliser une couverture végétale ou pas. D'accord? Parfois, certains types de cultures utilisent une couverture végétale qui peut être totale, qui peut être par tranche ou qui peut avoir pas de couverture. On peut la contrôler parfois avec des herbicides ou parfois avec des débrouilleuses. Donc, si on va utiliser une débrouilleuse, bien sûr, normalement, le système d'irrigation doit être souterrain parce que sinon, la machine, elle peut damager notre système d'irrigation et on doit déplacer les lignes, etc. Donc, pour éviter ce type de choses, on recommande qu'il soit souterrain. D'accord? La nutrition, comme je vous avais dit, ça c'est un des points clés. D'accord? Très important parce qu'on peut faire plus de choses que ce qu'on pense avec la nutrition. Par exemple, on peut augmenter l'efficacité d'absorption des nutriments en train de réduire les frais. D'accord? Si on a des systèmes de contrôle pour injecter la quantité exacte des nutriments. Parfois, une erreur très typique d'un agriculteur, c'est injecter un volume imaginez, j'ai besoin de 1000 kilos de nitrogène. Je vais l'injecter en 2 fois par an. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter une quantité de sel, de nitrogène très important dans la terre, de telle façon que cette sel, il allons créer une tension qui va pratiquement pas permettre à la plante d'absorber l'eau. D'accord? Et donc, on va générer un stress hydrique. Au lieu de les donner un nutriment à la plante, on va les générer un stress hydrique. D'accord? Par contre, si cette quantité de nutriments, on va les partager, on va les donner chaque irrigation, on va injecter une toute petite portion de fertilisant, la plante ne va pas détecter une salinité importante. Par contre, elle va absorber ces nutriments et elle va profiter mieux des nutriments. D'accord? Assurer le pH comme on a déjà expliqué auparavant.
un système de fertilisation automatique va nous permettre de contrôler les pH, que c'est pour deux choses à la fois. Si c'est un système d'irrigation aérienne, c'est pour contrôler cet éventuel risque de calcaire, de bouchage calcaire à l'extérieur de goutte à goutte. Et si c'est un système souterrain aussi, on va contrôler les pH de la terre. On va contrôler on va essayer, par exemple, comme on avait dit, si on a une terre qui est très calcaire et l'absorption de fer n'est pas facile pour la plante, pour faire la photosynthèse, on va apporter une solution plus acide qui va favoriser l'absorption de ces fers qu'en même temps on est en train d'injecter dans la solution mère, et on va favoriser l'absorption de fer à la plante. D'accord? Donc on va aider à la plante. Et en même temps aussi, on peut contrôler, par exemple, l'introduction des racines dans le cas qu'il soit un système souterrain, avec tout simplement un traitement d'acide, en train de réduire un peu le pH. La plante ou la racine plutôt, toujours qu'elle va essayer de rentrer à l'intérieur du goutteur, elle va trouver un ambiance qui n'est pas agréable pour elle-même. C'est un type d'eau acide, elle va se brûler, d'accord, et donc elle va pas rentrer à l'intérieur, d'accord. Tout ça sont des questions très importantes à l'heure de faire la nutrition, d'accord. Et aussi, on peut l'utiliser pour faire l'entretien de notre système d'irrigation. Ça, c'est la tendance pratiquement dans tout le monde entier d'aller à une agriculture éco, bio, organique ou par contre conventionnelle. Pas toujours on peut faire les éco, non? Mais si on a la particularité de qu'on va choisir une agriculture éco ou bio, il faut compter que ça va être tout plus compliqué, plus complexe, mais possible. D'accord? Plus complexe, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser des herbicides. On ne peut pas utiliser des fertilisants classiques, sinon qui doit être organique, d'accord? Et il faut avoir une gestion des maladies aussi spécifiques. Donc, il va être tout plus complexe, mais possible. Actuellement, comme je vous avais dit, pour les fruits secs, c'est très faisable, facile, très faisable, on va dire, d'accord? Mais il faut avoir les contrôles et la connaissance pour bien gérer une ferme en culture éco, d'accord? Donc, il faut faire le choix. Si on va préférer, si on trouve que dans notre marché, il y a la capacité d'absorption des produits éco ou la demande des produits éco, on peut aller à produits éco. Et par contre, si nous pensons que ça va être trop difficile pour nous-mêmes et on n'a pas les moyens, on peut aller pour un système conventionnel, d'accord? Et voilà, on va arriver au 9e point, l'irrigation. Quel est le meilleur système d'irrigation? L'irrigation souterraine, c'est toujours la meilleure. Donc, on pense que l'irrigation souterraine, c'est un des meilleurs systèmes pour les fruits secs, mais pas toujours les meilleurs. Pourquoi? Parce que l'irrigation souterraine, elle va nous générer un bulbe humide. En fait, on va générer pratiquement une tranchée humide avec plus de volume humide du sol, d'accord, qui va contrôler le développement des racines, qui va mettre là disponible pour les racines tout l'eau et tous les nutriments. On va optimiser aussi les pertes. On va avoir moins de pertes par évaporation, par percolation aussi si on contrôle bien, etc. Donc, à notre avis, c'est un des meilleurs systèmes d'irrigation, mais pas toujours. Pourquoi? Parce que il faut bien choisir, avant de faire un système d'irrigation souterrain, il faut bien choisir tous les produits, toutes les choses, avoir un goutteur qui soit autorégulant, mais en même temps anti-siphon, que c'est le spécifique pour l'intérêt, anti-siphon, d'accord? Il faut avoir tous les garanties de matériel de filtration, etc. Faire une bonne installation, avoir le know-how, le savoir-faire pour faire une bonne installation d'irrigation souterraine. Mais, comme vous voyez dans cette petite graphique, nous considérons qu'autour de 35-40% de succès d'une installation souterraine, c'est grâce au fabricant et à l'installateur lui-même, mais les 65% de succès doit être de la part de l'agriculteur. D'accord? Donc, c'est très important que l'agriculteur sache comment gérer une installation d'irrigation souterraine. Et c'est pour ça qu'on a créé
un manuel d'utilisation d'un système d'irrigation souterrain. On les donne à tous nos clients, tout client qui va faire une installation souterraine, on les donne un manuel de comment faire l'entretien des systèmes d'irrigation souterrain. D'accord? Donc, ça, c'est une chose importante, mais en même temps aussi, ce n'est pas recommandable pour tous les types de sols ou pour tous les types de conditions. Donc, mon conseil, c'est toujours de se rapprocher d'un spécialiste et demander si les conditions que vous avez là sont les meilleures ou pas pour faire une installation d'irrigation souterrain. D'accord? Voilà, comme on vous avait dit, on considère que c'est pratiquement la meilleure des options et on peut le faire un peu partout. Hein. Vous avez là des références un peu partout dans le monde. Il y a ici l'amandier, d'accord, et haute densité. Il y a les noix de pécan, les noisettes, l'amandier intensif en ces cas, d'accord, avec la couverture végétale, comme vous voyez ici, les pistachiers, les noisiers. On peut utiliser l'irrigation souterraine pour pratiquement toutes les cultures en fait, d'accord. Et déjà, par exemple, ça c'est l'Afrique du Sud. Ça, je suis pas sûr, mais je pense que c'est Azerbaïdjan aussi, ou peut-être Ouzbékistan, c'est pas sûr. Mais bon, ça dépend de les caractéristiques. Mais il y a la possibilité de l'utiliser. Pratiquement pour les fruits secs, c'est la modalité la plus utilisée dernièrement, d'accord. Et ça, c'est très important. Ça, c'est une chose que je voudrais faire spéciale attention. Ça, c'est un cas réel, d'accord, de Saragossa, ici à Saragossa, au nord de l'Espagne. Un agriculteur, comme je vous avais dit, il faut que l'agriculteur soit assez professionnel. Ça, c'est important. Si vous voulez faire une installation souterraine, il faut que l'agriculteur soit assez professionnel. Ça, c'est un cas d'un agriculteur. Imaginez si lui, il est professionnel, qu'il a fait une étude rigoureuse, très exhaustive, de tous les paramètres, tous les coûts, les frais, etc. Parce qu'il avait une portion de sa ferme en irrigation traditionnelle, aérienne, et une autre portion qui a fait une installation souterraine. Et il a comparé, d'accord? On parle que c'est la même ferme, pourtant même type de sol, même conditions climatologiques, même agriculteur, tout c'est la même chose, sauf qu'un c'est irrigation aérienne et l'autre souterrain, d'accord? Donc, on va considérer, tout simplement pour vous expliquer, les paramètres qu'il était en train d'utiliser, c'est le prix de l'eau. On parle de 12 centimes d'euros mètre cube, en les cas ici, à Saragossa. L'eau apportée, il apporte autour de 4500 mètres cubes par hectare, c'est une apportation assez bonne. La production cible, sa production cible, c'est de faire 2400 kg de pépins par hectare, d'accord? On parle que c'est amandier, d'accord? L'écartement qu'il y avait, c'est 7 x 6 mètres. Le type de culture, c'est conventionnel, ce n'est pas éco, d'accord? Et le prix de l'amande, c'est autour de 5 euros le kilo, plus ou moins, d'accord? Et la main d'œuvre, ici, en Espagne, ça coûte 120 euros le jour. Plus ou moins, comme ça, vous avez une idée de quels sont ces paramètres. Et ça, c'est une table qu'il nous a donné lui-même, hein. Il nous a donné une table en train d'expliquer quels sont ses calculs et comment il a comparé les systèmes aériens avec les systèmes souterrains. D'accord? Je vais vous expliquer. Donc, la première des choses, c'est de l'eau. Qu'est-ce qu'il a considéré de l'eau? Par exemple, l'efficacité de l'application de l'eau. D'accord? L'aérienne, il a réussi une 90% d'efficacité de l'application de l'eau. Par contre, l'irrigation souterraine, il a considéré 96% d'efficacité. Donc ici, on a une diminution des frais de 37,50 euros, 6%, d'accord? En fonction du prix de l'eau, toujours, d'accord? Évaporation. On a réduit l'évaporation en 12,5% d'après ses calculs, d'accord? Pourtant, il a obtenu que la différence est de 75 euros, par hectare, d'accord? 100% parce qu'il n'y a pas d'évaporation dans les systèmes souterrains et dans les systèmes aériens, il y a évaporation, toujours. Ça c'est normal. Les frais de l'eau qui n'a été pas pompée, on était en train de parler qu'il a fait une réduction d'eau. Il a une réduction d'eau, une eau qui n'a été pas pompée. Et pourtant, on n'a pas gaspillé l'énergie pour pomper
7 euros, d'accord? Donc, il a réduit, il considère 35 euros tout simplement l'eau qui n'a pas pompé, d'accord? Après, au niveau de fertilisation, il a considéré qu'il a profité et qu'il y a le système souterrain utilise un 20% plus ou un 20% mieux les fertilisants, d'accord? Pourtant, il a considéré une optimisation de 90 euros, d'accord? Tout simplement pour les fertilisants. La récolte plus rapide et plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y avait une double rampe, d'accord? Dans le système aérien. Donc, la double rampe est récoltée avec la balayeuse. Elle devait remettre la rampe à côté du tronc, passer la balayeuse et après remettre la rampe encore une fois. Ça, c'est une main d'œuvre que ça coûte de l'argent aussi. Il a considéré que la différence, c'est 240 euros de différence, d'accord? 37%. Les frais d'entretien de la couverture végétale. En même temps, il n'a pas cet entretien parce qu'il y a moins de problèmes d'enlever les rampes encore une fois, si on va faire avec les débrouilleuses, etc. Il a considéré les frais d'entretien, c'est 30 euros de moins, d'accord? Parce qu'on a moins besoin d'herbicides, etc. OK? Les frais d'entretien du système d'irrigation, on n'a pas de problème de rongeurs, on n'a pas de problème de rupture pour les balayeuses, les débrouilleurs, etc. Donc, il y a beaucoup moins d'entretien de notre système d'irrigation, toujours qu'il soit enterré, d'accord? Nous n'avons pas des obturations calcaires, etc. OK? Donc, 40 euros. Mais par contre, il y a un autre côté dans lequel il faut faire un entretien du système d'irrigation souterrain. Ce n'est pas tout joli, hein? Il y a des autres choses dans lesquelles on a des coûts extra, d'accord? Par exemple, quand on va traiter avec un herbicide ou acide, si c'est bio, un herbicide pour éviter l'introduction racinaire, d'accord? Ça, c'est un frais qu'il n'a pas dans les systèmes aériens. Donc, il a considéré que la différence, c'est autour de 25 euros, d'accord? Ça, c'est la différence par an, par hectare. On parle de 522 euros par an et par hectare qu'il a épargné, d'accord? Qu'il a réduit ses coûts. Donc, si on considère que les rendements, c'est aussi légèrement supérieur, il a pratiquement remboursé l'investissement, pratiquement les premières années, d'accord? On parle que c'est plus cher, légèrement plus cher, un investissement pour une irrigation souterraine. Il a compté 2200 euros aérien, 2640 euros par hectare souterrain. C'est légèrement plus cher, mais vous voyez que pratiquement les premières années, il a remboursé cet extra qu'il a payé pour le frais d'installation d'un système d'irrigation souterrain, d'accord? Donc ça, c'est un cas réel. Comme je vous dis, c'est l'agriculteur qui a fait l'étude, pas nous, d'accord? Et comme conclusion dans la présentation, c'est qu'on va chercher à avoir plus de rentabilité dans notre ferme, en train de réduire les frais, d'avoir plus de qualité, moins d'impact environnemental et plus de quantité aussi, d'accord? Les 9 clés sont toutes importantes et sont toutes interconnectées. Il ne faut pas laisser tomber une des 9 clés que je vous avais données, d'accord? Tous les 9 clés sont très importantes et ils sont connectés entre elles-mêmes, d'accord? La technologie va nous donner la capacité d'avoir plus d'efficacité, et plus rapide les retours sur l'investissement aussi, d'accord? C'est la technologie qui, au jour d'aujourd'hui, chaque fois elle est plus économique. Il va nous permettre de faire une gestion de notre ferme plus professionnelle, d'accord? Et l'irrigation souterraine, c'est un système efficace qui nous donne un coût euro par kilo plus durable, plus rentable, d'accord? Donc, ce sont les conclusions que nous pouvons faire de cette présentation en général. Je vous remercie pour votre temps et on va passer maintenant, parce que je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de mains en train de se lever. On va passer maintenant directement aux questions.
Merci Francisco pour avoir partagé ces informations avec nos participants et merci à tous pour votre temps et votre écoute. Maintenant, comme Francisco disait, nous allons répondre aux questions que nous avons reçues et elles sont vraiment très très nombreuses. Et comme on avait dit auparavant, vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions pendant ces périodes. Et ça serait en cliquant au-dessus de la main et que vous verrez les signes d'interrogation. En cliquant, il y aura une fenêtre dans laquelle vous pouvez écrire vos questions. Alors, nous allons commencer. Et Francisco? Oui, je t'entends. Oui, et nous avons une question qui dit la fertilisation sera faite par injection par volume ou bien proportionnelle, étant donné que nous disposons d'un programmateur NutriControl. Autrement dit, la régulation sera faite par pH ou par essai, conductivité électrique. Alors, normalement, si c'est un système d'automatisation NutriControl, il permet de faire les deux choses. D'accord? Si vous prévoyez une fertilisation par volume, c'est possible. Mais à mon avis, la meilleure des choses, c'est de faire une fertilisation par conductivité électrique et pH. D'accord? Parce que comme ça, comme je vous avais dit, vous allez éviter les problèmes de saturer la terre de nutriments. Si on sature la terre de nutriments, on va générer un sol relativement saline et ça va éviter la capacité d'absorption de la plante, de l'eau, en même temps que des nutriments, parce que les nutriments s'absorbent directement dans l'eau. D'accord? C'est toujours mieux de contrôler le pH. Et si on a la possibilité d'installer un senseur d'humidité et senseur de conductivité, etc., ça va nous donner plus d'informations dans la terre. On va savoir quelle est l'humidité dans notre profil et on va savoir quelle est la conductivité électrique. Et comme ça, le contrôleur de NutriControl peut décider si on peut avoir une irrigation ou pas en fonction, ou avec plus d'engrais ou moins d'engrais en fonction de la salinité du sol et la salinité de la solution disponible pour la plante. Il y a une autre question, peut-être c'est des définitions de concepts, qui dit qu'appelle-t-on couverture végétale? Enherbement? Qu'est-ce que c'est la couverture végétale? Enherbement, ce monsieur il veut savoir qu'est-ce qu'on appelle couverture végétale. Oui, d'accord. La couverture végétale, c'est parfois, on va laisser une couverture, surtout ça, on l'utilise peut-être, le monsieur, il est dans un pays assez sec et là, il n'y a pas la possibilité de laisser la couverture végétale parce il va avoir aussi beaucoup d'absorption de l'eau de la terre. Mais dans certains pays dans lesquels il y a assez de l'eau ou assez de pluviométrie, il peut faire une couverture végétale qui parfois c'est profitable, on peut faire à notre culture ou la plupart des fois ce n'est pas profitable, mais ça va nous réduire par exemple les dommages, l'endommage. Par exemple, imaginez que votre ferme elle est à une certaine pente et il y a problème d'érosion. Donc si vous laissez une couverture végétale, vous allez la maintenir ou éviter cette érosion. D'autre part, la plupart des fois, c'est des mauvaises herbes, d'accord? Donc, la gestion de la couverture végétale, c'est que parfois, comme on ne peut pas traiter avec herbicides, parce que c'est des cultures éco, au bio, comme on avait dit, on doit les couper, on doit l'enlever, soit avec un tracteur ou soit avec un débrouilleur. Mais on doit gérer cette couverture végétale ou cette mauvaise herbe. Si on veut avoir moins de mauvaises herbes, une solution aussi, c'est en même temps faire un système d'irrigation souterrain. Pourquoi? Parce que si c'est un ambiance sec, comme on avait dit, si c'est un pays sec dans lequel il n'y a pas beaucoup de l'eau, pendant la saison sec, dans l'été normalement, on va avoir la surface du sol sec, sans l'eau, sans avoir de l'humidité, d'accord? Donc, on va mettre le système d'irrigation souterrain, on va éviter que les semences des mauvaises herbes germinent, d'avoir la germination des mauvaises herbes, d'accord, parce qu'il n'y a pas de l'eau à la surface. Ça, c'est le système d'irrigation souterrain, va éviter la prolifération aussi des mauvaises herbes. Il y a différents systèmes de gestion de la couverture ou des mauvaises herbes. Merci Francisco pour avoir éclairci ces questions. Une autre, et
il dit, vous avez évoqué la maladie de l'anthracnose chez les noyers dans la présentation. Comment est-il possible de prévoir cette maladie? Oui, là, comme je vous avais expliqué, les stations météo que nous proposons, il y a un sensor qui détermine l'humidité dans la feuille, d'accord? Quelle est l'humidité qu'il peut avoir dans la feuille? Avec données d'humidité et température, il y a certains algorithmes mathématiques qui vont nous donner une probabilité d'avoir la maladie, d'accord? Comme je vous avais dit, les maladies que j'avais mis dans la présentation sont les maladies qu'on a déjà avec les algorithmes, etc. D'accord, on peut prévenir. D'accord. En fonction de ça, l'agriculteur, il peut décider, écoute, toujours que j'arrive à 70% de probabilité d'avoir la maladie, je vais faire mon traitement, mais pas avant parce que sinon je vais gaspiller les produits chimiques. Très bien. Une autre question que nous venons de recevoir. Quelle expérience avez-vous dans l'irrigation souterraine par goutte à goutte des noisetiers, pour la production des noisettes? Puisque toutes les installations que je connais sont arrosées avec les goutteurs insérés aériens, ça veut dire goutteurs boutons. Oui. Bon, jusqu'à maintenant, le plus normal, c'est d'avoir le système aérien. Ça, c'est normal pour les noisetiers, pour pratiquement tous. Mais la tendance actuelle, c'est de faire les souterrains de plus en plus. Nous avons un exemple de fermes, très grandes fermes pour les noisetiers, par exemple en Ouzbékistan, Azerbaïdjan, à l'Amérique latine, dans lesquels ils sont en train de faire les souterrains et ils marchent parfaitement, sans problème. D'accord? C'est tout simplement un changement de mentalité. Ok. Une autre qui dit, est-ce que les fruits secs peuvent réussir dans un climat aride au sud algérien, Insala plus précisément. Et il dit aussi l'eau est disponible dans cette région via des forages. Oui. Donc là, comme je vous avais dit, les facteurs climatologiques, j'imagine qu'il va jouer un papier fondamental, d'accord, un rôle fondamental. Pourquoi? Parce que comme vous savez, la plupart des fruits secs, ils ont besoin des heures de froid, que parfois on peut l'avoir là, parce que l'hiver au dessert, parfois c'est assez froid, et heures de chaleur, d'accord? Il faut parler avec notre pépiniériste et il faut lui demander les conditions climatologiques, il faut lui donner les conditions climatologiques de votre ferme et lui dire, écoutez, à mon hiver, j'ai tel nombre de heures de froid et tel nombre de heures de chaleur. Par exemple, la variété de les pistachios dans le cadre, j'avais mis le Kerman. Si vous utilisez la Kerman, normalement la Kerman, elle a besoin d'un peu plus de l'heure de chaleur. On parle de là autour de 1000 heures de froid, pardon, de 1000 heures de froid. Et là, au dessert, peut-être on va pas arriver à cette chiffre, d'accord? C'est une question d'étudier bien la variété que vous allez choisir, mais je suis pratiquement sûr qu'on peut les produire, bien, d'accord? C'est un problème toujours que vous avez de l'eau, bien sûr, ok? Merci de votre réponse. Une autre qui dit, vous avez commenté que nous pourrions économiser 20% sur les engrais grâce à l'irrigation souterraine. Comment ont-ils mesuré cela? Comment est-il possible qu'ils aient économisé 20% d'engrais? Bon, ça c'est une donnée qui nous a donné un client à nous directement. C'est pas notre donnée, c'est le client lui-même qui l'a fait. Et la question c'est que toujours qu'on a les nutriments là disponibles, donc on va générer un bulbe humide pour la plante et la plante elle va avoir les nutriments là disponibles. Encore, il va nous aider aussi que, comme je vous avais dit, toujours qu'on installe un système d'irrigation souterrain, l'agriculteur va être plus professionnel, il va avoir plus de contrôle, d'accord, il va pas gaspiller des engrais, mais il a déterminé lui-même qu'il y a un 20% d'amélioration dans les rendements de l'utilisation des nutriments. Pourtant, on peut réduire la quantité de nutriments en 20% et on va avoir les mêmes résultats. Écoutez, pas toujours, mais en ces cas-ci, l'agriculteur, il a fait ses calculs, il a déterminé que c'est 20%. Parfois, si ça serait 10, 15%, ça peut changer en fonction des conditions, en fonction de l'agriculteur, ça va changer beaucoup aussi, mais c'est possible, sans doute. Merci. Une autre question qui dit, c'est un producteur d'amandes qui dit,
J'envisage de passer au bio, aux cultures bio, mais je suis très préoccupé par la gestion des mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ça, on a déjà parlé aussi. La gestion des mauvaises herbes, si on va aller à la culture bio, on ne peut pas traiter avec herbicides. D'accord? Normalement, on ne va pas traiter avec des herbicides. Donc, il faut faire un traitement physique des mauvaises herbes. La plupart des fois, ça serait des débrouilleurs ou des autres. D'accord? Là, l'important aussi, c'est considérer si vous allez avoir les systèmes d'irrigation aérienne. Comme j'ai expliqué, il faut l'enlever, on va faire les débrouilleurs et après, il faut les remettre. Si on veut éviter ça, on peut le faire souterrain et on évite de déplacer les toujours, qu'on peut les damager aussi en même temps que les déplace. Et en plus, comme j'ai expliqué aussi, des moins d'humidité on a à la surface pendant la saison sec, pendant l'été, des moins de prolifération pendant l'été, on va avoir des mauvaises herbes parce que les semences qui sont à la surface, normalement, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'allont pas sortir. D'accord? Il n'y a pas la germination. On ne cesse pas de recevoir des questions. Il y a une autre qui fait référence au son d'humidité. Et lui, il dit, je trouve le sujet des sons d'humidité très intéressant, mais quel modèle serait le plus approprié et pourquoi? Oui, là, il y a beaucoup de modèles. Dans les sons d'humidité, il y a énormément de modèles. Le plus important, c'est de faire un bon choix et que les modèles de votre sonde soient compatibles avec votre unité à contrôle. D'accord? Ça, c'est important. Nous, les modèles qu'on propose, nous avons différents types de sondes en différentes longueurs. Toujours sondes qui mesurent tension superficielle de l'eau et qui mesurent aussi conductivité électrique. D'accord? Et nous avons différentes profondeurs jusqu'à 1,20 m. Ça, c'est une chose importante. Et parfois, on parle d'une sonde d'humidité pour contrôler qu'on arrive à l'humidité et toujours que l'humidité, c'est moins de X, on va faire l'irrigation. Mais on s'oublie, ça c'est très commun d'oublier, la sonde la plus profonde, que c'est une des sondes les plus importantes. Pourquoi? Parce que toujours que l'humidité, elle va arriver plus profonde de notre système racinaire, on doit stopper l'irrigation. D'accord? Donc, il faut installer une sonde qui a une certaine profondeur pour déterminer quand est-ce qu'on va arrêter l'irrigation. D'accord? Comme je vous avais dit, notre sonde, ils sont des sensors chaque 30 cm. Donc, on va avoir des informations jusqu'à 1,20 m. D'accord? Il y a un commentaire d'un participant qui dit en maîtrisant l'irrigation par les systèmes subsurface, ça veut dire hauteur intérêt, on économise l'eau, donc moins d'engrais. Et ça peut aller jusqu'à 30%. Je pense que ça vient de sa expérience. Oui. Et comme je vous avais dit, ça dépend de la ferme, ça dépend des différents. Ça dépend de l'agriculteur, ça dépend de différents facteurs. Mais oui, ce sont des chiffres normaux. 30%, c'est déjà un chiffre assez bon, félicitations. 20%, 15%, c'est les chiffres les plus normaux qu'on peut trouver, que c'est déjà pour moi très important, surtout quand on parle des pays secs avec des accès à l'eau limité. Si on a énormément de l'eau, on va optimiser tout simplement les engrais, mais l'eau, s'il n'est pas trop cher, ce n'est pas grave. Mais si l'eau c'est cher et c'est limité, il faut tout simplement penser à une chose. Parfois, il y a un problème de l'eau, mais il n'y a pas un problème de surface. C'est-à-dire, on peut avoir une ferme de 1000 hectares dans laquelle on peut irriguer 50 hectares. Si vous faites un 20% de plus, vous allez augmenter la surface parce que vous avez accès à plus d'irrigation. D'accord? Nous avons un des participants qui nous demande si il pourrait avoir les manuels d'utilisation et d'installation d'irrigation souterraine. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Oui, ça on les donne, comme je vous avais dit, ça on les donne toujours à nos clients. Tout client d'Assud qui fait une installation souterraine, normalement on les donne un manuel d'utilisation, de gestion d'une ferme, d'un système d'irrigation souterrain, bien sûr. Bon, je pense il y a encore quelques questions, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de les répondre. Et parce qu'on arrive presque à la fin de notre temps. Et j'aimerais remercier Francisco. Merci pour votre temps.
faire la présentation, avoir répondu des Ramon, questions. s'il te plaît, tout simplement, avant de finir. Un moment. Comme je vous ai dit auparavant aux participants, nous souhaitons connaître votre avis concernant ces webinaires afin d'améliorer pour le futur. Et aussi pour continuer à vous proposer des contenus qui soient de votre intérêt. Alors, après ces webinaires, nous allons vous envoyer un email avec un bref questionnaire. Nous vous prions d'y répondre et nous les renvoyer. Et nous vous enverrons également un lien pour pouvoir accéder à l'enregistrement de ces webinaires. Alors, Francisco, qu'est-ce que vous voulez? Oui, justement, juste avant de finir, j'aimerais à tout le monde, on va se faire un petit selfie pour le mettre dans les réseaux sociaux, d'accord? Donc, je vais le mettre dans mon profil LinkedIn, comme ça vous pouvez les voir, d'accord? Voilà, on va faire. Voilà, on a pris les photos. Je vais les mettre dans le profil LinkedIn et vous pouvez les suivre, d'accord? Merci à tout le monde. Merci pour votre temps. Et soyez attentifs à nos publications sur les réseaux sociaux, car nous vous informerons des dates de nos prochains webinaires. Maintenant, oui, notre webinaire est terminé. Merci pour votre participation. Nous nous retrouverons pour un prochain webinaire et je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt et merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir.